Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui évidemment pour faire un point lecture sur tout ce que j'ai lu sur le mois de mai. Et alors vous allez le voir, mais ça a été une petite catastrophe. Je vous affiche comme d'habitude le récap juste ici. Vous le voyez, j'ai lu 11 livres, 11 romans, mais on va rectifier ça tout de suite. Sur les 11 romans lus, j'en ai abandonné 3 et en plus je les ai abandonnés quasi coup sur coup, quasi d'affilée. Ça partait très mal. Et malgré un mois où j'ai été très prise socialement parlant et où du coup j'ai eu moins de temps pour lire, j'ai quand même lu 3448 pages. Bon, après j'avoue, je compte dans le lot le livre que j'ai terminé tout début juin. Au niveau des supports, j'ai écouté un livre audio, j'en ai lu 2 en e-book et les 8 autres c'était des livres en papier et qui étaient tous dans ma bibliothèque, dans ma pile à lire, aucun emprunt à la médiathèque. Pour ce qui est de la moyenne, j'ai décidé de faire 2 moyennes. Vous voyez qu'il y a 4,06 étoiles, c'est si je compte sans mes abandons. Donc là on est sur une moyenne très haute, mais je trouvais que ça reflétait pas vraiment mon expérience de lecture et surtout toute la déception et la frustration que j'avais en début de mois. Donc j'ai aussi calculé la moyenne si je mettais 0 à un abandon. Évidemment la note dégringole et on est plutôt sur une moyenne de 2,95 étoiles. C'est décevant, oui, mais ça représente quand même bien plus le mois que j'ai passé. Sur ces 11 romans lus, il y en avait un seul en anglais, tout le reste c'était de la VF. Et au mois de mai, je n'ai terminé aucune série. Par contre, j'en ai abandonné 2. On va s'en reparler dans un instant. J'en ai avancé 4 et là je suis très satisfaite. Et j'en ai commencé 0. Très bonne idée. Et enfin, dernière information avant que je vous parle plus en détail de toutes ces lectures, sur ma pile à lire du mois de mai. Là aussi, je vous mets le récap juste ici, mais en gros, j'ai lu toute ma pile à lire, sauf les 3 livres que j'avais prévus pour un vlog mystère et que je repousse donc pour ce mois-ci. On croise les doigts. Je manquais de temps, tout simplement, et j'ai aussi manqué de temps pour découvrir Le Temps de la Terreur de John Green, que j'ai remis dans ma palle de juin. Là aussi, on croise les doigts. Et sur ce, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Je vais y aller par ordre chronologique et le premier livre que j'avais commencé à découvrir, enfin du coup redécouvrir sur le mois de mai, c'était La Duperie de Guenièvre, le premier tome de la trilogie L'Ascension de Kaamelott par Kiersten White. Je vous en avais parlé dans un vlog lecture, donc comme d'habitude je vous mets toutes les vidéos mentionnées dans la barre d'infos ici. Et c'est donc évidemment le premier abandon et la première série abandonnée du mois de mai. Pour rappel, c'est une série historique, fantasy, fantastique, qui est une réécriture de la légende d'Arthur, mais du point de vue de Guenièvre, qui n'est pas Guenièvre. C'était initialement ma série relecture du printemps puisque j'avais lu le tome 1 il y a des années en arrière et je n'avais jamais découvert la suite parce qu'à l'époque c'était pas encore sorti. Et puis finalement quand je me suis relancée dans le tome 1 il y a quelques semaines, je me suis rendu compte que j'avais plus vraiment d'intérêt à redécouvrir et à terminer cette série, donc je l'ai abandonnée, mais vraiment sans regret parce que je suis juste plus du tout intéressée. Dans le même vlog lecture, je vous ai aussi parlé du Prince Bâtard de Robin Hobb qui se trouve être le prélude à la série L'Assassin Royal. Prélude que j'ai donc découvert après avoir lu L'Assassin Royal, même des mois après, mais c'est pas grave, ça restait toujours un prélude très intéressant, un très court roman, je crois qu'il faisait dans les 150 pages. Très intéressant puisqu'on y découvre ici les origines d'une certaine mythologie entre guillemets qu'on rencontre dans l'Assassin Royal. On en sait juste un peu plus sur l'histoire des Six Duchés et surtout sur l'histoire de la famille de Fitz Chevalerie qui est notre héros, notre personnage principal dans l'Assassin Royal. Comme d'habitude avec Robin Hobb, je me suis régalée, j'ai mis 4,5 sur 5 à cette petite nouvelle. On passe à la lecture suivante qui était le 3e tome du Tombeau scellé de Tamsyn Muir avec Nona la 9e. Et du coup, je me rends compte à l'instant que ce que je vous ai dit dans l'intro, c'était une petite erreur puisqu'il y avait bien un emprunt à la médiathèque, c'était celui-ci. Et il se trouve que c'est le 2e abandon du mois. Alors non seulement j'abandonne un livre, mais en plus, là aussi j'abandonne une série, et là pour le coup une série en cours alors que j'avais adoré le tome 1 qui était Gideon la 9e. Vous vous en souvenez peut-être, c'est cette fameuse série où on suit des nécromanciennes gothiques de l'espace. C'est complètement barré, mais j'avais vraiment adoré le tome 1 et j'avais été un poil déçue d'être aussi perdue dans le tome 2. Figurez-vous que c'était le même délire dans le tome 3, toujours aussi incompréhensible, indigeste, et j'ai abandonné à 70% du roman.
Il me restait environ 150 pages, je crois, entre 100 et 150. Et vraiment, je n'en voyais pas le bout, je n'en pouvais plus. Donc, un peu à regret quand même, j'ai abandonné cette lecture et finalement je me sens bien. Je suis un peu déçue de ne pas avoir le véritable mot de la fin, mais en même temps je n'en pouvais plus et c'était plus tenable. Dans Nona la 9e, on suit une nouvelle fois un personnage qui est un narrateur non fiable, un narrateur auquel on ne peut pas faire confiance. Je dis une nouvelle fois parce que c'était déjà le cas dans le tome 2, Aro la 9e, mais ici la non-fiabilité du narrateur, elle change. Dans le tome 2, c'était surtout parce qu'on suivait un personnage qui avait des hallucinations et qui réécrivait tout ce qui s'était passé dans le tome 1, mais depuis un autre point de vue. Du coup, on savait plus qui croire. Est-ce que ce qui était dans le tome 1, c'était la vérité, ou est-ce que c'était ce qu'on nous raconte dans le tome 2. Là, dans le tome 3, on suivait un personnage. Alors, c'est très compliqué, mais en soi, c'était un personnage qui avait environ 6 mois dans le corps d'une personne d'une vingtaine d'années. Du coup, on suit un personnage un peu bébête, qui ne comprend pas tout ce qui se passe, qui se comporte tout simplement comme une imbécile heureuse, parce que c'est un personnage féminin, c'est Nona, c'est la fameuse Nona, qui a besoin d'aide pour s'habiller, qui ne sait pas manger toute seule, qui a besoin qu'on lui rappelle de manger d'ailleurs, qui ne sait pas lire, qui ne sait rien faire toute seule finalement. Et forcément, c'est un personnage extrêmement naïf, extrêmement innocent, mais du coup dans un world building et une histoire qui est hyper complexe, eh ben ça rajoute encore plus de complexité à ce qu'on essaie de comprendre, puisque forcément notre personnage lui-même ne comprend pas, mais il ne sait même pas qu'il ne comprend pas. Nona, forcément, elle voit ça avec des yeux d'enfant. Pour elle, ce qui est important, c'est qu'elle se fasse des copains, qu'elle puisse caresser tous les chiens qu'elle rencontre, et qu'on la force à manger ses céréales le matin. Mais nous, lecteurs, on est quand même engagés depuis le tome 1, il se passe des choses hyper importantes. Et suivre un tel personnage, pour moi, ça a été hyper frustrant. Alors, je peux comprendre quand même le choix de l'autrice, mais que ça soit aussi long pour enfin commencer à se dépatouiller, j'étais saoulée. J'étais complètement saoulée. Faut savoir que Nona, c'est littéralement une imbécile heureuse. La plupart du temps, quand on lui dit qu'elle est stupide, elle dit qu'elle le sait, qu'elle est au courant, qu'elle en est très fière, mais qu'en plus de ça, elle est aussi très jolie, donc elle est très contente. Voyez un petit peu le genre de personnage et le genre de dynamique que ça donne. Donc voilà, forcément j'étais hyper déçue puisque je savais pas où j'étais, je savais à peu près quel personnage je suivais, mais je comprenais pas ce qu'on foutait ici, comment on en était arrivé là et comment on fait pour se sortir de cette situation, parce que les autres personnages, l'environnement de Nona fait que les choses bougent, mais vu que Nona ne comprend pas ce qui se passe, bah nous non plus. Et franchement, c'était hyper frustrant, c'était agaçant, c'était énervant. Donc je me suis arrêtée là, j'abandonne la série du tombeau scellé. Je suis dégoûtée parce que vraiment le tome 1, c'est pour moi une pépite, ça sera très certainement l'une de mes meilleures lectures de 2026. Mais ouais, malheureusement, je ne vous recommande pas la suite. Et évidemment, après un abandon aussi frustrant, j'ai eu la très géniale idée de commencer Blood Over Bright Heaven de M.L. Wang. Et si je précise ça, c'est parce que vous vous en souvenez peut-être, mais le précédent roman de l'autrice avait été une énorme déception, une catastrophe, une torture littéraire, et j'avais un petit peu peur que ce soit le cas avec celui-ci. Là aussi, j'ai vlogué cette lecture, j'ai un vlog entier sur cette lecture, donc pareil, je vous mets le lien juste en dessous, mais en gros, abandon. Abandon à 50% avant d'accepter que cette autrice n'était pas faite pour moi et qu'il valait mieux que j'arrête là parce que je ne comprenais rien au world building qui est le cœur même de l'intrigue, qui est l'élément principal qui fait qu'on a une histoire. Je n'en pouvais plus et je ne supportais pas le personnage principal non plus. J'ai d'ailleurs oublié comment elle s'appelle. Je vais pas rentrer dans les détails puisque le vlog est fait pour ça, mais là aussi une lecture que je ne vous recommande pas. Ça y est, on a passé les 3 abandons du mois de mai et donc maintenant ça va aller un petit peu mieux. Et franchement, après cette cascade de très mauvaises lectures et de déceptions, j'ai choisi de partir sur une relecture qui se trouve être le roman qui avait été choisi pour le Music and Books Challenge du mois de mai. C'était Eleanor Oliphant va très bien de Gail Honeyman. Un roman que j'avais découvert il y a plusieurs années déjà, qui avait été un coup de cœur. Donc forcément, je savais que j'allais passer un bon moment avec cette relecture et c'était ce qu'il me fallait.
Dans ce roman, on suit une jeune trentenaire très atypique du nom d'Eleanor Oliphant qui dit les choses telles qu'elle les pense. Elle n'a aucun filtre et tant pis si c'est politiquement incorrect ou si ça correspond pas aux codes sociaux. Elle s'en fiche un peu et surtout, pour elle, ça ne veut rien dire. Et elle ne comprend pas d'ailleurs que l'être humain s'impose des codes sociaux. Elle vit une vie très simple, très organisée et un beau jour, elle va complètement sortir de sa routine puisqu'elle va tomber follement amoureuse du chanteur d'un groupe de rock. Et à partir de là, elle va se décider à changer pour le meilleur et pour le pire. Comme je vous le disais, c'est un roman que j'ai adoré lire il y a quelques années et que j'ai adoré relire puisque évidemment comme je savais la fin et que je connaissais mieux le personnage d'Eleanor, quand j'ai commencé ma relecture, j'arrivais mieux à voir les petits détails qui faisaient qu'Eleanor réagissait de telle ou telle façon puisque forcément je connaissais un petit peu plus son passé. J'aime toujours autant le personnage d'Eleanor qui n'a aucun filtre et qui dit des choses extrêmement vraies qui pourtant sont complètement contradictoires avec ce qu'on pense en général. Par exemple, à un moment, elle va dîner dans un fast-food et c'est la première fois de sa vie qu'elle va dans un fast-food. Elle est hyper étonnée que ça fonctionne et entre autres, elle nous dit, chose sidérante, l'endroit était bondé. Je me demandais pourquoi les humains acceptaient de faire la queue devant un comptoir pour commander de la nourriture industrielle, l'emporter à une table même pas dressée pour le repas et la manger dans des emballages en papier. Sans compter que les clients étaient supposés débarrasser eux-mêmes avant de quitter le restaurant. Très étrange. Et elle a constamment des réflexions de ce genre sur la vie de tous les jours. Mais ce sont des réflexions que j'ai trouvées très vraies, qu'on pourrait quand même prêter à un personnage bien plus âgé, à une personne âgée d'ailleurs. Mais je vous avoue, j'ai un faible pour les personnes âgées, donc forcément, j'ai adoré le personnage de Eleanor. Et j'ai évidemment adoré m'attacher à elle une deuxième fois. Attention, ceci dit, c'est un roman qui aborde énormément la thématique de la solitude, de la maltraitance envers les enfants, d'enfants baladés de famille d'accueil en famille d'accueil, et on aborde aussi le sujet de l'alcoolisme. Donc attention quand même à votre sensibilité, je préfère préciser au cas où. Après ça, j'ai enchaîné avec mon 7e tome des Aventuriers de la mer de Robin Hobb. C'était Le Seigneur des Trois Règnes, c'était le premier tiers de ma dernière intégrale des Aventuriers de la mer. Comme d'habitude, je me suis régalée. Je peux pas vous en dire grand chose puisque 7e tome sur 9, à part que la tension continue de monter. Mais en même temps, je vous dis ça depuis le tome 4 ou 5. Mais forcément, je me régale toujours autant. Et je suis assez étonnée parce que les personnages que j'appréciais énormément au tout début de la série des Aventuriers de la mer, maintenant, je m'en fiche un petit peu. Par contre, j'adore suivre un personnage en particulier que j'avais absolument détesté au début, mais je trouve que c'est un personnage qui a un arc très intéressant. C'est le personnage de Malta, qu'on ne voit que très peu d'ailleurs sur les 3 premiers tomes, mais qui est un personnage qui s'étoffe énormément et qui prend énormément d'importance au fil des tomes justement. Une série que j'aime toujours autant, mais qui je pense ne détrônera pas l'assassin royal. Enfin je vous dis ça, mais je continue de bouffer les tomes. Je me suis quand même rendu compte que dans ce 7e tome, on avait des petites révélations sur certains personnages qui sont pas tout à fait des révélations d'ailleurs, c'est juste qu'on se rend compte que certains personnages lèvent enfin le voile, ils retirent leur masque et on commence à voir le vrai personnage en dessous. Et mine de rien, ce sont des personnages très secondaires, très effacés, mais qui mènent parfaitement bien leur barque et qui deviennent des personnages vraiment importants pour évidemment cette dernière intégrale, pour la dernière ligne droite, parce que je sens que c'est à travers ces personnages-là qu'on va démêler le dernier nœud de l'intrigue et je vous avoue que j'ai un peu peur pour les personnages que j'apprécie. Pour celles et ceux qui auraient déjà lu Les Aventuriers de la mer, je parle des personnages de Sei, qui est la compagne du gouverneur. J'en dis pas plus. Je parle aussi du personnage de Lavoie, je sais pas comment on le dit, qui est le second de Brachen sur le Parango, et on est à ça d'une mutinerie. Et je parle aussi du personnage qui est la vive nef Vivacia, qui lève son voile de façon très particulière. Évidemment, je ne peux rien dire sans spoiler, mais grosse révélation sur ce personnage. Et finalement, je me rends compte en vous parlant de cette série que les méchants du début qu'on identifiait dans les tomes 1, 2, 3 par exemple, sont pas forcément les méchants qu'on retrouve dans les tomes vers la fin de la série. Et pour ça, je dis merci Robin Hobb. Et forcément, hâte de découvrir la suite, le 8e tome, Ombre et Flamme, je le commence dans quelques jours seulement.
Ah oui, il faut aussi que je vous parle de ma lecture audio que j'ai pas mal traînée puisque je l'avais commencé au début du mois de mai. Je vous en avais parlé d'ailleurs dans certains vlogs lecture, mais au mois de mai, j'ai écouté le 2e tome de la série de Mike Orland. C'est Four Rune Realms, c'est la suite de Five Broken Blades. Une série de fantasy, d'inspiration, culture et mythologie coréenne. Et malheureusement, je peux pas vous en dire grand chose parce que j'ai pas compris. Ça m'agace parce que je pense que c'est une série que je vais devoir relire pour comprendre les choses. Les 2 problèmes principaux que j'ai rencontrés avec cette lecture, c'est qu'il y a un acteur qui narre 2 des POV qu'on suit. J'ai pas du tout aimé, j'étais complètement agacée et complètement sortie de ma lecture dès qu'on passait sur l'un de ces personnages. Et le second problème, je vous en ai déjà parlé, il y a énormément de noms de personnages qui se ressemblent et du coup je les ai confondus en permanence. Le problème étant que l'un de ces noms c'est un des personnages principaux, l'autre nom c'est son frère qui est le roi qui est un des méchants, et finalement je ne sais jamais qui a fait quoi et qui nous met dans la mouise ou qui nous sauve la vie. Et malheureusement pour moi, cette série est notamment basée sur la manipulation. Moi j'adore ça, les complots politiques, les intrigues de cour et les machinations. Je suis fan, j'adore ça, mais là j'ai rien suivi, j'ai rien compris. Donc je pense que lecture audio, je vais m'arrêter là avec cette série du moins, et à l'occasion je la relikerai en version papier ou en e-book, peu importe, mais il faut que je la lise avec mes yeux pour que je puisse comprendre. Je garde un très bon souvenir du tome 1, mais le tome 2, à part la fin où il y a des grosses révélations fracassantes et où je me suis dit oh, waouh, ça valait quand même la peine que je l'écoute, tout le reste, je n'ai aucun souvenir parce que je sais que j'ai rien compris. Donc forcément, je lui ai mis la note de 3 sur 5 parce que je suis paumée, je sais pas ce que j'ai écouté. Et du coup, je me laisse le temps de réfléchir si ça vaut vraiment la peine que je les lise en papier ou si je m'arrête là. Parce que je me pose quand même la question, est-ce que j'ai pas d'intérêt parce que j'arrive pas à suivre, ou est-ce que j'ai pas d'intérêt parce que c'est une série qui ne me donnera pas d'intérêt quoi qu'il arrive. On verra bien, pas de stress. Après ça, j'ai lu La correspondante de Virginia Evans. Et je suis très contente parce qu'il est dans la sélection du prix Babelio 2026. C'était la catégorie littérature étrangère. Et à l'époque, je vous ai dit, il est quasi dans ma palle puisque je l'ai déjà commandé, je l'ai juste pas encore reçu. Et bah très peu de temps après, je l'ai reçu et bah forcément, aussitôt arrivé, aussitôt lu. Un roman qui se lit très vite puisqu'il se présente sous la forme de lettres. Alors il y a quand même quelques emails et 2-3 extraits de journaux, mais tout le reste ce sont des lettres écrites pour la majorité par notre personnage principal qui est Sibylle, qui est une dame assez âgée, qui a un peu plus de 70 ans. On va donc lire la majorité des lettres que Sibylle écrit et envoie, mais aussi les réponses et les lettres qu'elle reçoit elle de son côté. Un roman qui m'a beaucoup touchée, beaucoup émue, auquel j'ai mis 4 étoiles sur 5. Je vous avoue avoir fondu en larmes à au moins 2 reprises, surtout à la fin, et si vous avez peur de ne pas vous attacher à un personnage puisque vous le découvrez à travers des lettres, n'ayez pas peur, faites confiance à l'autrice et foncez. Alors attention quand même, je préfère préciser, ce n'est pas un roman où on va attendre des révélations fracassantes et des plot twists. L'important ici, c'est bien la construction des personnages, les émotions qu'ils vont nous faire ressentir et les réflexions dans lesquelles on va se lancer pendant et après la lecture de ce roman. On va y aborder évidemment la thématique de la vieillesse, de comment être vieux, comment bien vieillir. On va aussi parler de l'expérience de vie, puisque forcément Sibylle étant une personne assez âgée, plus de 70 ans, elle va partager sa propre expérience, elle va revivre certains traumatismes, elle va peut-être faire la paix avec d'autres. Et malheureusement, on va aussi aborder la thématique du deuil, parce que personne n'y est étranger. Bref, c'est vraiment un roman que j'ai beaucoup aimé et je suis très contente de l'avoir lu et franchement, foncez. Après La correspondante, je me suis lancée dans The Compound de Aisling Roll, qui est donc mon livre en anglais. Et je suis contente de l'avoir sorti de ma pile à lire, ça faisait un moment qu'il me faisait les yeux doux. Il n'a pas passé trop de temps dans ma pile à lire. Enfin, tout est relatif, ça faisait quand même plus de 6 mois. Mais je suis contente de l'avoir lu et de pouvoir vous en parler. The Compound, c'est une dystopie, c'est donc classé dans de la science-fiction. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais dit, tiens, il y a un personnage ici, est-ce que ça serait pas un zombie? Parce qu'en plus, il y en a d'autres là. Et du coup, moi j'étais partie dans un délire où je m'étais dit, c'est classé SF, et il y a peut-être des zombies, ça m'intéresse. Non.
Non, il n'y a pas de zombies. Dans The Compound, on suit notre personnage principal qui s'appelle Lily, qui est une des participantes à une émission de télé-réalité dans laquelle elle est obligée d'évoluer dans The Compound justement, qui ressemble quand même vachement à un loft avec piscine en plein milieu du désert. Le jeu, c'est un peu un mixte de télé-réalité où on suit tout simplement des personnages qui sont enfermés dans une maison, mais c'est aussi un jeu de séduction puisqu'il y a une vingtaine de femmes et une vingtaine d'hommes. Et si vous allez vous coucher le soir et que vous êtes seul dans votre lit, vous êtes éliminé. Donc il y a tout intérêt à créer très rapidement des couples pour pouvoir rester dans The Compound et acquérir un maximum de cadeaux, puisque tout l'intérêt d'être dans cette télé-réalité, c'est d'amasser non pas de l'argent, mais des cadeaux, des valeurs très matérielles. Pendant la journée, nos candidats ont certaines missions, parfois communes, collectives et parfois personnelles, qui leur permettent donc d'acquérir certains objets. Parfois c'est très basique comme juste de la nourriture, du papier toilette, des clous, ce genre de choses. Et parfois, et c'est donc le côté dystopique de cette lecture, des objets ou des éléments qui vont leur permettre de survivre. Et évidemment, le but du jeu, c'est forcément d'avoir un couple assez uni et surtout d'arriver jusqu'à la fin de l'émission et d'être le dernier résident de The Compound. Vous l'avez peut-être déjà compris, c'est une grosse critique et même une satire de notre société de consommation. Et même de notre société basée sur les genres. La femme à la cuisine et l'homme qui dicte ses lois. Et l'un des gros sujets de ce roman, c'est évidemment, est-ce que on peut être heureux si on a tout ce qu'on veut de façon matérielle, mais qu'on n'a pas ce qu'on désire dans notre vie sociale? Est-ce que l'argent fait véritablement le bonheur? Est-ce que si on a tous les objets qu'on veut dans notre environnement, on peut se passer d'être heureux dans notre vie professionnelle ou dans notre vie personnelle? Un roman que j'ai quand même bien aimé lire, auquel j'ai mis 3,5 étoiles sur 5, que j'ai peut-être trouvé parfois un peu long, un peu répétitif, mais j'ai beaucoup aimé le côté huis clos, étonnamment le côté télé-réalité, et surtout je me suis régalée avec cette critique de notre société de consommation et comme je vous le disais, de ces archétypes de la société. Je peux pas forcément vous en dire plus, mais les personnages qu'on suit, les candidats de cette télé-réalité, sont assez stéréotypés et ça représente bien le genre de télé-réalité et tout simplement notre société. En tout cas, un roman très intéressant et je suis curieuse de voir quand est-ce qu'il sera traduit en français parce que franchement, je trouve qu'il vaut le détour. Et en parlant de critique et de satire, juste après, j'ai reçu et donc lu dans la foulée Team Building de Katia Lanero Zamora, qui était un service presse que m'ont envoyé les éditions ActuSF. C'est l'une des 2 nouvelles parutions de leur nouvelle collection Nagori, qui est donc une collection de novellas. Ici donc un texte qui fait 127 pages écrit franchement assez aéré. Et donc très intéressant puisqu'ici on va s'intéresser à une critique du monde professionnel. On y suit la petite équipe commerciale de Zénage, une société qui produit et qui vend des produits ménagers. Et avant que ne fusionnent plusieurs antennes de cette société, on propose à cette équipe de partir en team building pour justement renforcer leur cohésion et puis leur faire plaisir aussi. On va donc suivre le directeur exécutif, la comptable, la sales manager, donc la directrice des ventes, l'assistante de direction et les 2 autres vendeurs dans une aventure assez unique puisqu'en guise de team building, on va leur proposer un jeu de réalité virtuelle façon fantasy. Et je vous avoue qu'on a quand même de très grosses références, notamment au Seigneur des Anneaux. Donc c'est parfait pour les fans de pop culture. Un roman qui fait donc étrangement écho à The Compound, d'autant plus qu'ici aussi on va y retrouver des personnages assez caricaturaux, assez stéréotypés et du coup très intéressants à suivre et qui vont permettre de vraiment critiquer le monde professionnel. Je me suis régalée, c'est drôle, parfois un peu cruel et malheureusement assez réaliste. Je vous avoue qu'à plusieurs reprises sur ce texte aussi court, j'ai pouffé de rire, ce qui m'arrive quand même assez rarement. Mais là, ouais, j'ai passé un super bon moment de lecture et là aussi forcément un texte très intéressant. Forcément une lecture qui parlera à tout le monde parce que qui ne s'est jamais retrouvé dans l'une des situations décrites ici? Bref, c'était vraiment bon, je me suis régalée et je suis assez curieuse de découvrir d'autres œuvres de l'autrice, d'autant plus que j'ai quand même un restart dans ma palle depuis un bon moment déjà. Et enfin, ma dernière lecture du mois de mai, c'était Golden Son de Pierce Brown, le 2e tome de la trilogie initiale de Red Rising, puisqu'après il y a eu un 2e cycle. Pour tout vous avouer, je l'ai terminé hier et au lieu de filmer cette vidéo, j'ai préféré continuer avec le tome 3 puisque
Alors c'est assez bizarre, mais je me suis pas forcément ennuyée, mais j'étais quand même assez souvent perdue dans ce tome 2. Par contre, arrivée à la fin, j'ai été complètement renversée par le plot twist et je me suis dit, je fais quoi là? Je fais quoi? Est-ce que je dois rester comme ça vraiment ou est-ce que je peux continuer à lire et découvrir le tome 3? Du coup, désolée, mais j'ai préféré commencer le tome 3. Bref, récapitulons un petit peu. Red Rising, science-fiction. D'ailleurs, j'ai l'impression que j'ai lu quand même pas mal de science-fiction ce mois-ci, alors que c'est pas forcément ma zone de confort. Vous vous en souvenez peut-être, j'avais beaucoup aimé le tome 1, mais j'avais quand même pas mal de choses à redire, et j'étais un petit peu inquiète quand j'ai commencé le tome 2, puisque le chapitre 3 s'intitule littéralement Sang et Pisse. Et c'est un peu ce que je reprochais au tome 1, un humour assez ado, cracra, et beaucoup de références au pipi. Heureusement pour moi, ça se calme très vite, notamment parce que notre personnage de Darrow, notre personnage principal, évolue énormément autour de personnages bien plus âgés. Alors déjà, lui, il a mûri puisque le tome 2 se passe 2 ans après les événements du tome 1. Donc forcément, il est un peu plus mature et il est plus expérimenté, mais aussi les personnages alentours relèvent le niveau. Alors oui, il y a évidemment les amis qu'il s'est fait au fil du tome 1, mais eux aussi ont assez mûri. Sauf l'un d'entre eux, mais je me suis rendu compte que c'était mon personnage préféré. Donc je vais pas le critiquer parce que je l'adore. C'est le personnage de Sévro, et si je précise ça, c'est parce que finalement c'est au travers de ce personnage qu'on va retrouver un côté un petit peu plus léger. C'est ce personnage qui va apporter ses touches d'humour, qui allège le texte et allège l'ambiance. D'ailleurs, un personnage qui a droit à quelques révélations que j'attendais pas du tout et qui rendent la série encore plus intéressante à suivre. Sinon, je vous disais que j'étais assez perdue, c'est parce que alors j'avais déjà le problème avec le tome 1, mais je sais plus si je l'avais vraiment soulevé. J'ai toujours un peu de mal à comprendre le world building. Il y a beaucoup d'éléments qui sont inventés, mais qui sont pas forcément expliqués, explicités. Et souvent, ça me pose pas de soucis parce que le contexte m'aide à comprendre et c'est du coup bien écrit. Mais là, le problème que j'ai, c'est que le contexte ne m'aide pas. J'ai ce problème avec les armes, avec certains vaisseaux, puisqu'ici ça se passe quand même énormément dans l'espace. Certains personnages et surtout, malheureusement, les événements qui se passent. Pourquoi on fait la guerre à telle faction, tel clan? Quels sont les enjeux? J'ai toujours un peu de mal à saisir et forcément ça me frustre un peu pour ma propre compréhension de l'histoire. Mais ça n'empêche pas de comprendre quand même la finalité. Si jamais vous êtes comme moi, que vous aimez les complots politiques, secrets de cour, tout ça, Red Rising, ça va vous plaire. Red Rising, ça va vraiment vous plaire. Le premier tome, c'était surtout de la stratégie militaire et j'avais trouvé ça vraiment très intéressant. Ici, on est toujours dans de la stratégie militaire, mais mêlée à des complots politiques, mais d'une finesse. Vraiment, je me régale avec ça. Surtout, donc, comme je vous le disais, arrivé à la fin où les pièces du puzzle s'emboîtent, et encore pas toutes, parce que j'ai pas tous les éléments de réponse. Et je pense que tout va vraiment faire sens avec la fin du tome 3. Mais waouh! Waouh! D'ailleurs, le titre Golden Sun, il fait vraiment sens aussi à la fin. J'ai donné 4 étoiles à ce roman. Franchement, tout du long, je me demandais presque pourquoi je lisais cette série, parce que je comprenais pas. Et la fin, mais la fin, voilà, je vous l'ai dit, je l'ai terminé et même pas 1 heure après, j'ai pris le tome 3 et je l'ai commencé parce que c'était vraiment addictif et impossible à lâcher. Et je vous avoue que je n'ai qu'une hâte, c'est de terminer cette vidéo et de continuer Morningstar. Si jamais vous êtes comme moi et que vous doutez avec la première partie ou même les 2/3 de Golden Sun, allez jusqu'à la fin. Allez jusqu'à la fin, c'est un ordre. Voilà, c'en est tout de toutes mes lectures du mois de mai. Donc comme vous l'avez vu, du très bon, de l'addictif et aussi de très grosses déceptions. Et finalement, un mois somme toute banal, avec peut-être plus de déceptions que d'habitude et plus d'incompréhension que d'habitude. Mais écoutez, c'est pas grave, j'espère que le mois de juin me réserve de très très bonnes surprises. En tout cas, avec le démarrage de Morningstar, je pense que on va être pas très loin du coup de cœur. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces romans dans les commentaires si jamais vous les avez lus. Et pour ce qui est de l'emoji du jour, on va y aller avec l'emoji vernis à ongles, parce que ça a à la fois son importance dans Eleanor Oliphant va très bien, mais aussi dans The Compound. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, comme d'habitude le mercredi à 10h et le samedi à 10h aussi, et je vous dis bye bye!